Bonjour à tous et bienvenue sur cet nouvel épisode avec une actu particulièrement chargée. De bon matin, Mika, en plein travaux, comment ça va? Bah écoute, ça va, comme tu l'as dit, en plein travaux. Là, je me suis mis dans la pièce du deuxième étage, mais ça va, c'est bientôt la fin. Et toi, Moibi? Bah ça va, Mika, hein, c'est plutôt à toi qu'il faut demander ça. T'es en pleine prépa, comment ça se passe? Non, mais franchement, le petit gars, il est chaud, hein. Je m'inquiète vraiment pour mon adversaire. Là, j'hésite à lui faire signer une décharge. Je réfléchis. On voit que ça commence à lancer des petits pics sur Instagram, ça fait monter la sauce. Non, c'est mignon, franchement, c'est mignon. Ouais, il n'y a Ça rien de reste méchant, mignon. bien sûr. Ouais, exactement. Alors, il y a une actu particulièrement chargée entre ce qui s'est passé lors de l'UFC 279, une petite actualité sur les Français, une nouvelle polémique dont on va parler. Je peux vous Ah, dire, pas une petite polémique, c'est une polémique internationale, là. ouais, Elle a pris une ampleur internationale, la polémique. effectivement. Donc, on va en parler aussi et je vais vous le dire dès maintenant. On aura Fernand Lopez dans le prochain épisode qui viendra s'expliquer par rapport à ça et répondre à nos questions. Bah, Amnika, je propose qu'on commence directement sur l'UFC 279 avec tout ce qui s'est passé avant, même si on est un petit peu en retard sur le sujet. Ramzat qui rate la pesée, la bagarre qui se passe dans les backstage, la conférence de presse qui est obligée d'être annulée. Et bah, finalement, Ramzat Chimaev qui roule sur Kevin Holland en moins de 40 secondes, une minute. C'est monstrueux quand même. Ouais, Ok. c'est mon. Après, pour revenir sur l'UFC 279, franchement, je sais même pas quoi dire de cette UFC. La seule chose que je peux dire, c'est que Dana White a compris que Shimaev était une poule aux œufs d'or et qu'il lui accorde tous les passes droits du monde. Franchement. Je connais pas du tout l'histoire de la bagarre. Je sais même pas s'il y a vraiment une bagarre, une altercation, parce qu'il n'y a pas d'image au final de tout ça. Derrière, est-ce que le fait que Hamza n'ait pas fait le poids se soit lié à ça? Franchement, grosse interrogation. Mais ce qui est sûr, c'est que tu loupes le poids de 3,5 kg. C'est quelque Ouais, part vraiment, c'est il y énorme. a un gros problème. Soit il est mal entouré, soit après, ça peut arriver. Il y a eu un vrai problème sur sa gestion hydrique et sa perte de poids. Mais maintenant, ça s'explique pas. À 3,5 kg, ça me paraît quand même énorme. Alors, je sais pas si c'est lié je te dis, à la bataille ou à la bagarre qu'il y a eu là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'UFC a tout fait pour sauver sa carte et elle a bouleversé 3 combats Mm. juste pour que Ramzan puisse combattre. C'est un truc de ouf. J'étais d'accord avec toi en fait sur le fait qu'il rate la pesée et tout. Et en fait, il y a t'as une petite fille là qui faisait souvent des photos avec Khabib et la Chapka là, avec tous les combattants et tout, qui avait dit qu'elle avait vu en fait Ramzat s'hydrater, boire et tout dans un restaurant, elle avait de la pesée. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, ouais, c'est vraiment du je m'en foutisme, surtout quand il fait un doigt d'honneur au public et tout. Il dit, ouais, c'est la Tchénie et tout ce qui s'ensuit. Mais en fait, il y a son coach qui a été interviewé par Ariel Helwani et il dit qu'en fait, c'est vraiment des problèmes de santé. Et peut-être Ramzat par ego, même après le combat, hein, quand Joe Rogan il lui tend le micro, il dit que c'est le médecin qui lui a dit de stopper le Il cutting, mais il rentre l'arrête, pas ouais. trop dans les détails. Tu sais, il rentre pas trop dans les détails. Il dit en gros qu'il cherche pas à se justifier, mais son coach l'a clairement dit que c'était des soucis de santé et que même peut-être qu'à l'avenir, en gros, il combattra plus en 77 mais en 84 kilos. Donc à ce moment-là, ça m'a un petit peu rassuré parce que c'est vrai que je m'étais dit qu'il partait un petit peu en couille et j'avais même peur que ça joue en fait sur sa performance avec Kevin Holland. Mais en fait, il a prouvé que non, même ça le freinait pas, même pas quoi. Bah, après, pour être honnête, sa performance contre Kevin Holland, c'est incroyable. Après, il y en a beaucoup qui disent, ouais, il a levé la main pour taper dans la main, il est parti dans les jambes, etc. Mais bon, ok, il a fait, c'est pas fair play de ouf, mais je crois franchement que les gens ils se rendent pas compte de ce qu'il vient de faire à un mec qui est ultra dangereux. Il l'a pris de la même manière qu'il a pris Zhang Li. Quand il l'a pris, tu as l'impression que le mec il sait pas combattre, alors que c'est des Mhm. tueurs, tu vois. Les types c'est vraiment des combattants de ouf. Faut respecter leur niveau. Et lui, il les annule complètement, il les prend et genre il en fait des petits. C'est comme si en sparring, tu prends un gars, tu t'amuses avec lui et tu lui dis vas-y salut. Comme quand je tourne avec Nassim, c'est pareil. Après, Et honnêtement, c'est surprenant quand il le fait sur Kevin Holland parce que c'est vrai que même la famille de Kevin Holland était inquiet parce qu'en fait, ils ont dit que Kevin Holland ne sait pas lutter. Et en fait, ouais,
Pendant quand il le Mais, met sur Kevin Holland, parce qu'on sait que c'est quoi son problème à Kevin Holland, tu vois. mais je sais pas, moi, je te jure, contre Jiang, c'est là que j'ai vu que c'était un niveau de ouf. Ramzan, d'ailleurs, lui, c'est celui qui a fait le plus qui a payé vraiment les pots cassés de cette UFC, parce qu'au final, Nat Diaz, il s'en tire plutôt bien en affrontant Ferguson. Ferguson qui devait affronter initialement, Ouais. Donc, c'était Lee, Jiang Li, il affronte Nat Diaz, donc lui aussi, je pense qu'il limite, il a gagné aussi au change. Le Chinois, lui, par contre, il prend un gars plus fort dans une caté du dessus. Franchement, lui, pour le coup, il a tout perdu dans le truc. En plus, il fait un combat de ouf. Pour moi, il mérite clairement de gagner. Et il se fait voler la victoire. Pour moi, c'est le plus grand perdant de cette Fight Week. Et ça montre aussi à quel point l'UFC, en vrai, ce qui compte, c'est que tu sois bankable. Que tu ouais, c'est sois ça. bon, même si tu es bon, bah, au final, regarde, le mec, il arrive, il fait le poids, il fait tout son travail, il décide d'accepter le défi qu'on lui propose à la dernière minute, il va combattre, il gagne, et en plus de ça, on lui vole sa victoire. Et Ouais. derrière, il a rien, quoi. Franchement, c'est abusé de ouf. Et c'est là où tu vois Maintenant, que. pour. Ouais, vas-y, vas-y. Non, non, que je te laisse continuer. Non, et après, ce que j'allais dire, pour en revenir sur Shimaev, euh, bah, si tu prends que la performance sportive et que tu isoles un peu son comportement et tout, bah, tu es obligé d'être impressionné. Tu es obligé de dire que ce gars-là est un tueur à gage. Ce mec, je pense qu'il est en train de faire à l'UFC ce que même Khabib n'avait pas réussi à faire à ses débuts. Le gars, je crois qu'il a 10-12 combats, pas plus. Il prend des gars, il ne prend même pas de coups, il les termine dans le premier round. Moi, j'ai jamais vu ça à l'UFC à ce niveau-là. J'ai C'est vrai. jamais vu ça. Quatrième combat, les gens ils oublient qu'il est parti chercher Burns. Alors Burns, il avait eu le droit à un title fight, même pas 2 combats avant. Donc il est vraiment parti dans la KT des 77 chercher le top 5. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable ce qu'il fait. Mais ouais, c'est ça. Mais aussi là que tu vois que le l'UFC, c'est une grosse entreprise. Tu sais, en fait, ils ont réussi à faire un truc, tu sais, on dirait un petit peu chambouler les combats qui étaient prévus initialement. Parce qu'en vrai de vrai, dans une autre orga, bah, soit le combat il aurait été annulé, soit il y aurait eu un. Et attends, parce que aussi, Shimaev, il a dit qu'il avait proposé à Nat Diaz la quasi-totalité de sa prime. C'était à peu près 2 millions, il a dit lui-même, Shimaev. Mais apparemment, que Nat Diaz, il a refusé. Bah, pour être honnête, pour être vraiment honnête, j'étais persuadé que comme Diaz, il n'est pas en construction de carrière, comme au final, bah voilà, on le sait tous, il s'en bat les couilles, lui, ce qu'il veut, c'est combattre et tout. Franchement, je pensais qu'il allait dire, OK, on fait le combat. Et tu sais, ça prouve aussi que ce qu'on voit en général, tu sais, les visuels qu'on voit sur Twitter, lorsqu'on voit que ouais, telle personne a touché 280 000 dollars et tout, je pense que ça, enfin, ça me confirme que c'est pas vraiment des infos avérées parce que justement là, Shimaev il dit que. En fait, moi j'avais vu que Shimaev il touche à peu près de 280 000 dollars, mais sauf que là, en gros, il dit qu'il a proposé la totalité, la quasi-totalité de sa prime qui était à peu près de 2 millions. Ouais, mais ça, c'est pay-per-view. Les pay-per-view, tu les as toujours après. C'est pour ça. Les salaires que tu vois, c'est les salaires fixes plus bonus et performance de la soirée. C'est C'est vraiment ça. ce qu'il y a sur le contrat. Le pay-per-view, lui, ça vient après et ça se calcule en fonction du nombre de personnes qui ont acheté, etc. Donc, je pense que c'est ça que Shimaev parlait. Lui parlait à peu près dans la globalité. C'est ça, c'est ça. Ok. Donc Bon, en après, tout cas, pour ceux qui ont vu le combat de Shimaev, bah, difficile de ne pas être impressionné, difficile de pas se dire que ce gars-là, il a tout pour aller chercher la ceinture. Actuellement, je me disais si Shimaev allait chercher Pereira, là, par exemple, bah, je pense que Pereira, il se fait soumettre au premier round. ouais, ouais, ouais. Donc, tu vois, je pense que limite le combat, il va être plus facile, il serait plus facile pour Shimaev qu'il va l'être pour Adesanya. Mais c'est en En plus, termes d'opposition de style. Hein. non, c'est vrai parce que tu sais, il fait souvent des réactions à des Sanya et j'ai vu en gros ça, tu sais comment ils appellent ça, là, les watch parties là. Genre ils se filment en train de regarder le combat et j'ai vu, mais tu vois qu'il commence à prendre Shimei au sérieux. Parce que là, je pense que bah, avec tout ce qu'il a fait, surtout la performance qu'il a fait avec Burns, là on voit que c'est un réel danger. Après, honnêtement, moi, lorsqu'il avait fait la performance avec Burns, ça m'avait un petit peu rassuré pour Ousmane, tu vois. Mais surtout là, si on parle d'une montée en 84 kilos, là, je pense qu'il y a un réel danger pour Adesanya. Et que la lutte. Et ben, et moi, depuis que j'ai vu Ousmane face à Edward et que j'ai vu comment Ousmane se débrouillait au sol,
je te dis que si Chimaev mettait la main sur Ousmane, ou du moins arrivait à le mettre au sol, franchement, ça aurait été chaud pour Ousmane. Le sol de Chimaev, il est ultra agressif. Je pense vraiment que les gens ne se rendent pas compte du niveau que Chimaev a. Et ensuite, j'ai l'impression que comme tout lui réussit, il se permet des choses qu'il ne ferait pas en temps normal. Et en fait, là, c'est parce qu'il est dans une sensation de toute puissance. Donc, vraiment, en tout cas, franchement, je pense que Chimaev a une belle carrière à faire à l'UFC et j'ai hâte de le voir par la suite, l'air de rien. Si j'isole un peu toutes les phrases ou ces sorties maladroites, parce que c'est même pas drôle, au final, son trash talking, limite. Mais si tu isoles tout ça, franchement, tu es obligé de reconnaître que c'est un tueur à gages. Bien sûr, bien sûr. C'est ça. Et ensuite, il y avait le main event bricolé, Nadiaz vs Tony Ferguson. Nadiaz qui s'impose au 4e round par soumission. La fin du nouvel ère, j'ai envie de te dire un peu. Ouais, c'est exactement ça. Après, le main event, il est main event que parce qu'il y a Nadiaz et Ferguson qui ont été à un moment donné des tueurs à l'UFC, qui sont des combattants emblématiques. Maintenant, franchement, si j'arrive, je me dis que Chimaev aurait affronté Nadiaz, je me dis que ça aurait été ultra compliqué pour Nadiaz. Je sais pas quoi dire. Franchement, le combat, il était loin d'être dingue. Il n'y avait pas un rythme de fou. Voilà, on a eu le droit un Nadiaz, par contre, un peu plus intelligent que d'habitude. Je sais pas, pour ceux qui ont vu le combat, il était quand même moins dans la recherche de la bagarre et dans l'échange dans l'acceptation des coups reçus. Donc ça, c'était intéressant de le voir parce que pour une fois, je trouve qu'il avait plutôt géré son combat. Et ensuite, on a un Ferguson qui était pas du tout là, qui avait pas le cardio qu'on lui connaît, qui était pas affûté, qui était pas. Ouais, je pense que vraiment pour Ferguson, c'est triste à dire, mais je pense qu'il devrait soit repartir dans une organisation un peu plus mineure pour faire de l'argent et voilà, ou arrêter sa carrière. Ouais, il est quand même à 0,5. Hein. Honnêtement, j'ai pas du tout le souvenir d'avoir vu des combattants reperformer après un tel résultat. En plus, non, là, il a eu. Et tu sais, ça c'est vraiment pour le coup, ça c'est l'effet Gage. Hein. Gage, à chaque fois qu'il a battu ses adversaires, je te jure, il a fait plus que de les battre. Comment dirais-je, sur le papier, il les tue mentalement. Il y a un combattant qui s'appelle James Vick. Ça a été la descente aux enfers après Gage. Il y en a un deuxième, j'ai oublié son nom. Un combattant qui a enchaîné les défaites jusqu'à arrêter sa carrière. Et lui, Ferguson, c'est le troisième. Gage, c'est vraiment un mec qui te retire ton âme. Quand tu combats avec lui, je te jure, il te retire ton âme, ce gars-là. Et j'ai hâte de le revoir lui aussi, parce que l'air de rien, je trouve, à 70 kilos, on n'en parle pas trop. Ouais, c'est parce vrai qu'on sait, on sait que voilà, mais je pense qu'il peut revenir, Gage. Franchement, je pense qu'il a moyen de faire quelque chose. Bien sûr. En tout cas, non, pour revenir sur Ferguson à 0,5, ça va être compliqué. Je me demande ce qu'ils vont en faire de lui, l'UFC. Parce que déjà avant son combat contre Michael Chandler, je disais que ce combat-là, il allait être vraiment significatif. Malheureusement, il se prend un gros KO. Et en plus de ça, il a eu un changement de gym. Il est à la Jackson Wicks maintenant, je crois. Donc, tu sais, quand j'ai vu ça, ça m'a un petit peu rassuré. Même son visage, il m'avait l'air plus rajeuni un petit peu. Ils ont fait un comparatif du dernier UFC et de cette UFC-là. Il m'avait l'air un petit peu plus joyeux. Il m'avait l'air mieux. Il était moins sec. Visage moins tranchant, et tu sais, comme il était dans une caté au-dessus, et je pense que le cutting l'a moins fatigué déjà. Mais franchement, je pense que Ferguson contre Zhang Li, là, ça aurait été encore pire pour lui. Parce que Zhang Li, il frappe vraiment, vraiment fort. Ouais, c'est vraiment fort. Ouais, le top de sa forme et tout. Après, juste sur Nadiaz, je crois que c'était son dernier combat c'était le dernier combat du contrat. Juste, moi, j'aimerais juste le voir sur une trilogie face à Conor. Puis même là, comme on voit l'état actuel de Conor, je pense que c'est une trilogie qui aura un peu de sens pour les deux. Ouais, après Conor, il y a une histoire de fou. Je ne savais même pas. L'USADA, elle ne l'a pas testé depuis je ne sais pas combien de temps. Ah ouais? Ouais, il disait, même le mec de l'USADA, il est choqué quand il voit la transformation physique de Conor et tout. Il disait que normalement, il devait être testé, tu vois. Et en fait, le fait que il combatte pas et tout, l'UFC, c'est limite un passe-droit, tu vois. Personne ne commande un test antidopage sur Conor. C'est incroyable.
Cette histoire, elle est incroyable. Comme quoi, encore une fois, non, mais comme quoi, encore une fois, quand t'es vraiment quelqu'un de vendeur, etc., t'as des passes droits de ouf à l'UFC. C'est Ouais, incroyable. c'est ça, Mika. Bon, on peut repasser un petit peu à l'actualité du MMA français, Mika. Il y a quelques Ouais, qui combattent à l'UAE Warrior. Je te laisse. bah, les combattants qui combattent, je crois qu'il y en a, moi j'en compte quatre. Enfin, pour moi, il y a Kevin Oumar de la Hatch Academy Il fait la qui ceinture. combat. Oui, ouais. Ouais. Ensuite, il y a Prince Aounala qui va combattre ce week-end. On a aussi Margui qui combat. C'est Et ça. on a, je crois, et il y a Yazid Chouchan aussi qui combat. C'est ça, c'est ça. Et ouais, ils sont tous représentatifs de leur pays d'origine. Et on a aussi Paul-Emmanuel Niakzé qui combat aussi sur la même carte qu'eux. Tous, en fait, tous ceux qu'on a cités sont en France. Donc, on leur souhaite un bon courage. Et ça sera diffusé sur l'UFC Fight Pass vendredi 16 Ah septembre. ouais, sur l'UFC Fight Pass, c'est diffusé. Ouais, le Warrior, ouais, il est diffusé sur l'UFC Fight Pass, ouais. En plus, c'est bien Et parce que c'est pas il y trop a aussi, tard. Comme l'UAE Warrior, c'est Abu Dhabi, ça veut dire qu'il sera genre 18-19 heures en France. ouais, c'est assez tôt, ouais. Et il y a aussi Nora Cornell, je viens de voir là, sur la carte, Mika. Ah ok, bah écoute, force à eux. Et ensuite, il y a un autre Français qui va performer à l'Octagone ce week-end. C'est Loher qui va faire la ceinture. Ouais, on l'avait croisé d'ailleurs à Arès, ouais. Ouais, bah force à lui en tout cas. Lui, c'est un combattant spectaculaire pour ceux qui ne le connaissent pas. Il avait vraiment, vraiment, vraiment fait une belle carrière au Bama. Ensuite, à l'Octagone, ça a été un peu plus compliqué, mais parce que aussi il acceptait des combats dans une KT à 84 kilos. Je pense que lui, c'est plus un 77 de base. Et là, en tout cas, il a la chance d'aller faire le title fight. Il est très apprécié là-bas à l'Octagone. Il fait souvent des combats spectaculaires. C'est un combattant que j'aime bien, en tout cas, que je trouve, il triche pas, quoi. Il est là pour combattre et il fait des combats jusqu'au bout. Donc, grosse force à lui pour cette ceinture et j'espère qu'il reviendra vainqueur. C'est ça. D'ailleurs, il avait été programmé contre Abdul à un moment donné pour la défense de titre. Finalement, voilà, avec des petits problèmes perso de son côté, ça n'a pas pu se faire. Donc voilà, comme on l'a dit, il sera de retour ce week-end à l'Octagone. Bon, on va passer à l'instant Krusty Mika. Il n'y a pas de perruque Ouais, là? l'instant croustille. AB, est-ce que tu peux parler un peu plus fort? Vas-y, ok. Donc, Merci. je disais, on va passer à l'instant Krusty. J'espère que le son sera bon, hein. J'ai dû débrancher mon micro. On vous fait un petit récap de la situation. Slim, qui est au Management Factory et au Factory depuis quelques années, enfin qui est revenu là. En général, il s'entraîne en Pologne. Il est revenu faire sa prépa en fait au Factory. Il a combattu à l'Arest le 2 septembre. Il a gagné la ceinture. Voilà, on a vu tout ce qui s'est passé. Mais Fernand Lopez qui ramène Mickey Ménard dans les vestiaires, qui le présente à Slim. Et en fait, dans la foulée, 2 jours après, on voit Dominance MMA qui annonce la signature de Slim Travelsi. Donc à ce moment-là, on se dit, même bon, moi je me pose pas trop de questions parce qu'en fait le soir où Slim il gagne, t'as dit, il est avec Ali Abdelaziz au téléphone, tu vois. Et Ouais. t'as Ali Abdelaziz en fait qui fait une capture d'écran, en fait ils sont en FaceTime. T'as Ali Abdelaziz qui fait une capture d'écran et qui le met en story. Donc à ce moment-là, je me suis dit, ils ont l'air d'être en bonne entente les deux, bah forcément ça allait aboutir à une signature, tu vois. Et quelques jours après, enfin à peine hier, on voit aussi Ali Abdelaziz, enfin Brett Okamoto, là, un journaliste de SPN, qui annonce l'officialisation de Slim Trabelsi contre Porter Parker lors de l'UFC 280 qui aura lieu là à Abu Dhabi. Donc ouais, jusqu'ici, bah, tout va bien. Sauf qu'en fait, le lendemain, tu sais, il y a un bot, là, un tuteur robotisé qui annonce les signatures et Les des nouveaux sorties. combattants et les sorties. Donc aussitôt, il annonce la signature de Slim et aussitôt, il annonce la sortie de Slim. Et juste après ça, tu as Ali Abdelaziz qui est sur Twitter, mais quoi? Je vais vous lire le tweet. Par contre, essaye de parler plus fort ou je sais pas, il y a un petit souci de micro encore. Ah ouais? Ouais, c'est chelou. Et peut-être ça va même pas de Mika, non? Non, non, non. Bah, là, quand tu parles comme ça, là, je t'entends mieux. Mais on dirait qu'il faut que tu fasses un effort ou je sais pas, tu rapproches ta tête. Peut-être que Vas-y. c'est moi qui t'entends moins bien, je sais pas. Et donc voilà. Et je disais, donc il y a Ali Abdelaziz sur Twitter qui tweet, un promoteur demande à l'un de mes combattants de le libérer pour 90 000 euros, en gros pour mettre fin à son contrat UFC. Et en gros, enfin non, pour mettre fin à son contrat de base, pour le libérer pour UFC. Et t'as un gars qui met en gros Fernand Lopez pour l'interrogation, et là t'as Ali Abdelaziz qui dit oui.
Et en fait, juste après, voilà, comme je dis, on entend que bah, finalement, Slim n'a pas pu signer à l'UFC. Donc, Mika, quel est ton avis là-dessus? Bah après, l'histoire, elle est quand même plus complexe que ça. Slim, apparemment, il s'entraînait au Factory depuis longtemps puisqu'il faisait déjà la préparation à l'époque. Enfin, c'était un sparring de Francis Ngannou, si j'ai bien compris. Slim avait des gros liens d'amitié avec Tonton Mpumbu, qui à l'époque était entraîneur au Factory. Suite au départ de Tonton, je crois que Slim est parti du Factory. Tu me dis si je me trompe. Non, 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 il est parti bien avant, Slim. Bon, bah, il est parti bien avant. Suite à ça, Tonton, lui, avait une sorte de salle, etc. Bon, Tonton a été approché par l'équipe de Slim pour que Tonton soit un peu le coach de Slim. D'ailleurs, on a vu que quand Slim a combattu lors du premier Ares contre Luis Enrique, c'était Tonton qui était dans le coin de Slim, au Ares. Ouais. Je ne sais pas si à ce moment-là, Slim était pour le MMA Factory ou pas. Je ne peux pas te dire. Non, non. Chronologiquement, voilà, je pense que j'essaierai quand même de me renseigner pour dimanche, pour avoir vraiment les faits de ce qui s'est passé. Suite à ça, on sait que forcément, c'est pas forcément au beau fixe les relations entre Tonton et Lopez. Euh, Slim aurait signé au Factory, ou du moins se serait engagé avec le management Factory. Alors, je ne sais pas s'il a signé dans la Team Factory ou s'il a signé avec le management Factory. Mais de ce que je comprends, c'est que, en tout cas, il a signé un contrat avec le Ares. Ça, c'est évident. Il s'entraînait, je crois, pour son deuxième combat, il s'est entraîné un peu au Factory et il a d'ailleurs été un des sparring de Cyril Gane pour sa préparation contre Tai Tuivasa. Je me trompe ou pas? Non, c'est ça, c'est ça. Voilà. Mais est-ce qu'il l'a fait juste en tant que sparring ou est-ce qu'il faisait partie du gym du Factory? Non, il faisait partie du gym du facteur. En tout cas, quand moi j'ai parlé avec lui, il m'a fait comprendre qu'il était de retour. Par contre, il ne Ok. savait pas trop s'il allait rester parce qu'en gros, voilà, il m'a fait comprendre que c'était un petit peu compliqué de rester en France et tout pour lui. Donc, en tout cas, il faisait le sparring partenaire de Cyril. Il a effectué, on va dire, le un mois et demi avant le combat, il a fait sa préparation au Factory. Ouais. Ok, donc il a fait sa prépa au Factory, à voir s'il avait rejoint la team pour toujours ou c'était juste dans le cadre de ce combat. Ce qui est sûr, c'est on lui a pas autorisé d'avoir Tonton dans le coin. Alors je sais pas d'où vient cet ordre ou pas, mais c'était une volonté claire que Tonton ne soit pas dans le coin de Slim. Derrière ça, donc victoire de Slim Travelsy, on l'a vu dans les vestiaires, Mike Ménard est venu, a félicité Slim. En gros, il lui a dit, clairement tout le monde a compris que Slim était dans le collimateur pour être signé à Mm. l'UFC. On annonce la signature de Slim à l'UFC. Et derrière, en gros, Slim dit qu'il est avec résilience avec la team de Ali Abdelaziz. T'as dit quoi? Dominance. Dominance, pardon. Et ouais, avec Dominance, la team de Ali Abdelaziz. À partir de là, bah, tu te dis que en gros, il veut pas se faire manager par le Factory. C'est ce que tout le monde comprend. Et je pense que le management Factory, bah, comme ils n'ont pas signé de contrat de management avec lui, ils s'appuient sur un autre levier d'action en disant ouais, mais tu es engagé au Ares. Et comme tu es engagé au Ares, si tu veux qu'on te laisse partir pour l'UFC, eh ben nous, c'est 90 000 euros. Donc, ça veut dire que dans le contrat que Slim a signé, déjà, il n'y avait pas la clause ZUFA. La clause ZUFA, c'est une clause qui te permet de quitter l'organisation si l'UFC te fait une proposition. Donc, ça veut dire qu'il a signé un contrat qu'il n'a pas forcément bien lu. La deuxième chose, c'est que Lopez disait clairement dans la vidéo, elle est là la polémique, c'est qu'il disait clairement dans une vidéo que tout combattant qui n'était pas programmé sur une date pour combattre pourrait quitter le Ares pour aller à l'UFC dès lors que l'UFC en ferait la demande ou était d'accord pour signer le combattant. Et là, c'est le cas de Slim. Et pourtant, Lopez dit bah non, on le lâche pas parce que il veut signer avec une autre team de management que celle du Factory. En gros, c'est exactement c'est ça la polémique. Et tout le monde dit bah quand c'était Gomis, tout le monde a dit ok, on le libère pour pas un sou entre guillemets. Et en plus de ça, Gomis était planifié contre Aliounai. Donc la polémique vient de là et aujourd'hui, bah, je crois que c'est ça la tristesse. Et Ali Abdelaziz dit
certains gars sont prêts à tout en gros pour participer au rêve de gosse de certains, et d'autres sont prêts à tout pour détruire le rêve de gosse de certains. Ouais, c'est ça en Voilà. fait, dans la globalité. Après, ouais, en tout cas, regarde, Slim, en tout cas, le soir où il combat Ares, il est sous le Management Factory parce que, tu sais, lorsque les community managers annoncent les résultats de la team, il était dedans, Slim. Après, je sais pas comment ça s'est passé, mais en fait, je vais essayer de prendre ça avec des pincettes, vraiment pour pas qu'on dise que je suis d'un côté ou de l'autre, mais c'est juste qu'en fait, je vais prendre par exemple mon exemple à moi. Là, c'est vrai qu'en tout cas, de tout ce que j'ai vu, on donne les torts à Fernand Lopez. De tout ce que j'ai vu là, on donne les torts à Fernand Lopez parce qu'il demande 90 000 euros, parce qu'il libère pas un gars. Mais je pense que les 90 000 euros, c'est juste pour les décourager. Et je pense qu'il y a dû avoir. Il y a anguille sous roche parce que tu vois Mick Ménard, enfin, tu vois Fernand Lopez présenter Mick Ménard à Slim. Et dans la foulée, tu vois Slim signer avec Dominance MMA. Donc, tu sais, je pense qu'il y a dû avoir on va dire un désaccord. Tu sais, ça me fait un petit peu penser à moi lorsque je quitte Guillaume Pelletier, tu vois. On dit que j'ai pas été droit, tu sais, voilà, après chacun a son avis là-dessus. Donc, tu sais, j'ai l'impression que c'est un petit peu le même scénario. Peut-être que, voilà. Non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que dès qu'un combattant quittera un management ou autre, on aura toujours tendance à lui reprocher de quitter la team. Et de l'autre côté, on aura toujours tendance à dire au manager, ouais, mais t'as fait quoi pour lui concrètement? Et voilà, et aujourd'hui, c'est la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que le management Factory a fait pour Slim? Bon, bah, ils l'ont mis sur la ceinture du RS. Voilà, les primes de combat étaient faibles parce que derrière, en contrepartie, on savait que s'il gagnait, il allait aller à l'UFC. Entre guillemets, je pense que c'était le deal. Et, euh, et Slim, lui, de l'autre côté, s'est dit, je pense, depuis le début, que si il allait signer à l'UFC, il partirait avec Ali Abdelaziz, puisqu'il était déjà en contact avec lui. Donc Après, voilà, et je me dis, est-ce que c'était nécessaire de signer avec Dominos MMA, sachant qu'on sait que le Factory est en très bon terme avec l'UFC, encore plus quand c'est les poids lourds. Donc, tu sais, je me dis, voilà, après, bon, ça reste. Ça ouais, reste. après, tu as raison. Après, c'est un choix personnel de combattant. Je te dis, je peux pas te dire. Après, je pense qu'en tout cas, le conflit vient de là, c'est que le Factory s'est senti carotte. Il s'est dit, ouais, Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. et je pense qu'ils l'ont mal pris. De l'autre côté, c'est que du coup, ils reviennent sur des paroles qu'ils ont dit dans le podcast, et c'est là que tu vois que bah, même si on dit les choses oralement, ce qui compte, c'est les écrits et les contrats. Donc Ouais. ça donnera une leçon à tous les combattants qui pensent que parce qu'on dit quelque chose oralement, ça vaut quelque chose, ça vaut rien du tout. Le jour où il y a un conflit, mon gars, la seule chose qui compte, c'est les contrats. Et voilà, et après, bah, on aura la version de Lopez dimanche. D'ici là, je vais quand même voir ce qui a Investiguer. été ouais, investigué. Je vais poser des questions pour savoir ce qui. Après, moi, je vais pas prendre la parole à la place d'eux, hein. Si les gens ils ont Bien envie sûr, bien de sûr. parler, il faut qu'ils parlent. Après, je vais aller poser des questions pour savoir, moi, la version que j'ai de l'autre côté. Et voilà, et après, les gens ils se feront leur propre avis sur la situation. Ouais, c'est ça, j'en sais pas plus que tout le monde en général. Juste, voilà, j'ai un petit peu discuté avec Slim, mais j'ai pas vraiment compris parce que je m'étais dit qu'il était en bon terme avec le Factory et tout. Donc, Non, mais en plus, je pense que c'est un sparring de qualité. Je pense ouais. vraiment que des profils comme ça, on en a peu en France. C'est quand même un lutteur de ouf. C'est un bon combattant. Je pense qu'à l'UFC, actuellement, ce qui manque, c'est vraiment ce type de profil. Il peut pardon, excuse-moi. Pardon. Il peut vite monter dans les rankings. Il peut faire du sale rapidement. Je pense que vraiment, c'est un combattant qui, actuellement, peut générer de l'argent. Slim Trabelsi est un combattant bankable, comme on dit, dans le sens où il va performer. On peut en Mm. être sûr. Je suis d'accord. Ouais. Je pense que le Factory le voyait comme peut-être quelqu'un en plus, je pense qu'un jour, on aurait eu la même histoire qu'avec Ngannou et Cyril Gane, c'est-à-dire qu'un jour, on aurait eu Trabelsi contre Gane, on aurait pu monter une histoire autour de ce combat en disant les deux se sont entraînés ensemble, etc., etc., etc. Voilà, je pense que si tu regardes à moyen, à long terme, il y a vraiment tout pour que le combat puisse se faire. Et encore plus maintenant. Si un jour il devait y avoir ce combat, bah, on reparlera de cette histoire, etc., etc. Donc voilà, après, je pense que la vraie incompréhension de tous aujourd'hui,
c'est que vraiment, Lopez a insisté dans ses vidéos pour dire qu'un combattant qui allait signer à l'UFC, il le libérait sans problème, sans rien. Et aujourd'hui, il demande 90 000 euros pour pour Mais pouvoir après, aller combattre à je pense que l'UFC. ça, c'est vraiment pour les décourager, pour leur faire comprendre, on va pas Ouais, le libérer. mais en gros, c'est pas pour les décourager, c'est pour dire soit vous nous donnez 90 000 euros, soit c'est nous, on le signe à l'UFC, point. C'est ça que ça veut dire. En tout cas, bah, en fait, ils peuvent pas le signer à l'UFC vu qu'il est aussi en contrat avec Dominance MMA. Donc, c'est eux qui, là, à partir de ce moment-là, c'est eux qui prennent en main sa carrière assez libre. C'est en ça que je te dis que déjà, ce qui est sûr, c'est que les choses, elles n'ont pas été faites archi correctement, dans le sens où si tu manages un gars, tu le signes en management. À partir du moment où il n'est pas signé au Management Factory, tu ne peux pas ensuite te plaindre qu'il y a le signé à dominance. Et là, c'est là où je dis que le Ares, et c'est là que parfois je dis que le conflit d'intérêt, c'est particulier, c'est que des fois, tu as la casquette du promoteur. Donc le promoteur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que son organisation, elle soit connue et que les combattants aillent vite à l'UFC, un peu comme le Ouais. Cage Warrior, aillent vite à l'UFC pour qu'on puisse dire, putain, ça c'est une organisation où beaucoup de combattants vont à l'UFC, c'est une bonne organisation, etc., etc. La casquette du manager, c'est de manager la carrière d'un mec et de dire, bah, à un moment donné, faut que je récupère mes sous. Entre guillemets, je passe du temps pour lui, je l'envoie au combat, je tire le meilleur de lui, je lui trouve des bons match-up, je récupère mes 20% à chaque fois. Lui, il gagne, moi, je gagne. On est tous les deux vainqueurs. Et la casquette du gym, c'est de te faire monter techniquement en pro, enfin, te faire monter en compétences. Ouais. Et là, aujourd'hui, on voit que le manager, bah, il est dégoûté parce qu'il se dit, ouais, je ne vais pas prendre 1 euro sur lui, alors que c'est un peu, comme j'ai la double casquette, c'est un peu parce que je l'ai monté en promotion. Et donc, du coup, bah, il met un coup de coude au promoteur en disant, bah, alors que le promoteur disait, j'ai pas de problème à libérer les combattants pour l'UFC. Et il lui dit, ouais, bah, verrouille tout. Nous, on veut récupérer l'argent. Si on n'arrive pas à récupérer l'argent par le biais du management, on va le récupérer par le biais du promoteur. Et voilà pourquoi des fois les doubles, triples casquettes, il y a des conflits d'intérêts. Maintenant, ça a toujours été ma position et j'isole ma position de tous les noms et tout, parce que j'ai pas, enfin, je la mets pas en lien avec un nom, un humain en particulier. C'est une position globale que j'ai depuis le début. Je dis toujours méfiance à tous ceux qui ont beaucoup de fonctions parce que derrière, ça fait une sorte de monopole. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment que c'est un peu ça. Voilà, En ça tout c'est ma cas, position. Ali Abdelaziz a l'air très remonté et comme on l'a dit, bah, Fernand Lopez sera parmi nous pour nous éclairer sur ça et pour nous apporter aussi sa version des faits. En tout cas, pour le Ouais, en moment, plus, Ali Abdelaziz, c'est un gamin, il a tagué Francis et tout il sur a la tagué, vidéo. il a tagué du monde. Hein. Il a tagué Ouais, Brett Okamoto, MMA Junkie, Khabib, Ngannou, John Morgan, Daniel Cormier et tout. Ouais. Et t'as même quelques combattants à lui qui l'ont, comme Belal Mohamed, qui ont retweeté le truc et tout. Donc, ouais, il veut vraiment découdre, quoi. ouais, bah, après, là, c'est une polémique et ça va être un gros bras de fer. Un gros bras de fer, l'air de rien, parce que Ali Abdelaziz, il pèse dans le game. Au final, il a signé quelqu'un en management, mais qui est engagé dans une organisation. On le sait, à l'UFC, il fait des miracles, Ali Abdelaziz. D'ailleurs, par exemple, Fares, qui est managé par lui, a réintégré l'UFC assez facilement, alors que il a quand même été, on l'a vu dans le roster, il était sorti à un moment donné. Donc, tu vois, non, ça va être. J'ai hâte de voir ce qui va découler de cette situation. Non, mais après, moi, je pense que ça, il peut y avoir un arrangement. Enfin, je pense que même ça a déjà Mais il eu, va y avoir un arrangement financier, je pense, à la fin. Ça va même donner lieu à un arrangement. un co-management, tu vois. Ouais, ça, j'y crois pas trop. Sincèrement, j'y crois pas trop à l'histoire de co-management. Je vois pas déjà en quoi c'est utile, un co-management. Euh, non, après, je pense qu'en tout cas, ce qui est sûr, c'est que de cette histoire, il va y avoir un réseau qui va se créer ou qui va se couper, ça c'est sûr. Soit il va y avoir une sorte de dire, bon, bah ok, cette fois-ci, on vous lâche Trabelsi, mais vous nous en devez une, et quelque chose comme ça, quoi. En tout cas, il va y avoir quelque chose en off, c'est sûr. C'est sûr. Ouais, on verra en tout cas. On aura plus d'éclaircissements dans le prochain épisode. On va finir sur l'annonce qui a été faite entre Dustin Poirier et Michael Chandler pour l'UFC 280 le 13 novembre. Mika, c'est un banger, comme on peut le dire, ces deux affrontements. Ouais, bah, ça va être un super beau combat. Après, moi, je trouve que Poirier, vraiment, c'est un des combattants préférés.
Je le trouve vraiment parfait. Il m'avait pas déçu parce qu'Oliveira, c'est vraiment actuellement il est sur notre planète. Mais c'est vrai que par exemple, je pensais que face à Oliveira, il aurait fait moins d'erreurs, comment dirais-je, je sais pas, j'ai l'impression qu'il a été assujetti à ses émotions et que du coup, il a fait des bêtises. Mais voilà, moi, je suis team Poirier à mort. Après, c'est un combat que j'ai envie de voir. Chandler, quand il vient dans la cage, c'est pour en découdre. Ouais. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce combat. Ça va être un combat de ouf. Ouais, en fait, moi, ce qui est pas mal en fait avec ce genre de combat, c'est que je pense que les deux, ils sont à un point de leur carrière où en fait, bah, ils ont eu, bah, bon, on va pas revenir sur la carrière de Chandler qui a eu des title fights au Bellator, qui a été champion du Bellator aussi à un moment donné, non, il me semble. Exactement. Ouais, donc et qui a aussi sa chance au titre contre Oliveira. Bah, Poirier aussi, il a eu bah, plusieurs chances au titre. Il a été champion intérimaire, il a affronté Khabib, il a affronté aussi Oliveira pour la ceinture. Donc en fait, je pense que là, les deux sont. Je veux pas dire qu'ils sont à leur prime, ils sont à leur apogée. Et en fait, là, je pense qu'ils en sont fait que bah, ils ont plus trop de volonté à aller combattre pour le titre. Donc, tu sais, c'est un peu un combat qui devait se faire, on va dire, il y a peut-être en fait, dans le sens où les deux, ils ont combattu pour le titre à plusieurs reprises, ils n'ont pas eu le titre. Donc là, ils sont au point de leur carrière où bah, ils cherchent à faire que des money fights ou à affronter bah, ceux qu'ils n'ont pas pu affronter, les meilleurs. Tu sais, il y a une sorte de croisade, tu vois. Donc, ils ont un petit peu Ouais, plus rien à perdre, j'ai envie de dire, là où ils en sont à leur carrière. Et donc, ça va donner un beau combat, quoi. Un peu comme Justin et Michael Chandler, tu vois. bah après, c'est une génération qui arrive, une génération qui part. Quand tu vois Tsarukyan, Fiziev, Gamrot, on a vraiment des gars qui montent. On a, dans une moindre mesure, on a Nasrat, Ismagulov, Mm. on a des Paddy Pimblett, on a des Benoît Saint-Denis. Enfin, on voit qu'il y a des nouveaux arrivants, etc. Voilà. Mais sur le top 10, on voit clairement que ça bouge avec l'arrivée de Gamrot, Tsarukyan et Fiziev. Et on a clairement des gros départs comme il y a Cerrone qui est parti du top 10, tu as Connor qui est parti, tu as Ferguson qui est parti. Voilà, il y a une vraie, il y a un vrai changement. Aujourd'hui, c'est vraiment les 70 kilos actuellement se transforment et on a des nouveaux acteurs qui arrivent dans le game. Et Chandler et Poirier, bah, à mon avis, petit à petit, feront plus partie du top 10, mais pour l'instant, ils sont encore présents et bien présents. Je te vois plus, Mika. Tu me vois plus? Ah, je sais, c'est pourquoi. C'est parce que je me suis mis sur la page pour le. Attends, je me remets. Je me suis mis sur la page pour parler de la carte qui nous attend pour la Supreme League de Hatch. Ok, bah vas-y, ok, je te laisse en parler. Ouais, donc du coup, bah, peut-être vous n'allez pas me voir. Donc la Hatch, je ne sais pas si vous connaissez le concept, il fait ce qu'on appelle la Supreme League. La Supreme League, c'est une ligue qui est censée désigner la meilleure académie formatrice des combattants de MMA. C'est la première fois qu'elle sera organisée dans les règles du MMA. Il y a 8 équipes parisiennes et 8 équipes de province. Le premier tour, bah, en fait, c'est à élimination directe, c'est-à-dire que vous avez par exemple 5 combattants de la team dans des catégories différentes, donc je sais pas, moins 66, moins 70, moins 77, moins de 84, moins de 93, qui s'affrontent. Celui qui a le plus de victoires gagne et passe au tour prochain. Et donc, bah, écoutez, je vais vous faire un petit récap des tirages au sort qu'il y a eu. Tu as entendu, toi, les tirages au sort ou non? T'as pas suivi? Non, j'ai vu une story défilée où tu étais avec Saladin Hatch, mais Ouais, j'ai pas eu de, j'ai pas vu plus que ça, quoi. ok. Donc, il y a 8 équipes parisiennes. Donc, l'événement, comme je vous dis, les huitièmes de finale, en fait, tu auras à chaque fois 2 équipes parisiennes qui affrontent 2 équipes de province sur 4 soirées. C'est ce qu'on appellera les premiers tours. Et ensuite, bah, il y aura les quarts de finale, demi-finale, finale. Donc le premier tirage au sort donc pour le 14 octobre 2022 au Cirque Borman. Donc je répète le 14 octobre 2022 au Cirque Borman. Le premier tour et ceux qu'ouvre le bal, c'est la Free Fight Academy de Mathieu Nicourt qui affrontera la team Belgique Cage. En fait, c'est une alliance de teams belges. C'est le Belgique Cage, Soyouf Naja. Le deuxième, la deuxième opposition, ça sera le Platinum de Loïc Pora face à Suma Training. Voilà. Ensuite, on aura dans un autre événement qui sera à peu près au mois de novembre,
on aura le Phoenix Crossfight de Damilosko vs le Chaos Squad de Saint-Etienne. On aura aussi la Snake Team de Cyril Diabaté contre la Team Climax de Lyon. Dans une troisième soirée, on va avoir là, il va y avoir une belle opposition. Enfin, ça sera que des oppositions, mais dans la troisième soirée, on aura la Chapacante contre Tactical Fight de Toulouse, et notamment une opposition que j'appelle une opposition de la mort. C'est la Old School Academy contre la Science du Cas Marseille. J'ai trouvé qu'ils avaient vraiment des bons gars, que ce soit dans l'une team ou l'autre team lors du Road to Contender. J'ai vu vraiment que les niveaux amateurs étaient bons. Donc, hâte de voir ça. Et enfin, la quatrième soirée, on verra la Hatch Academy face à la team Marseille Fight Club de Foissard. Donc, ça va être aussi une belle opposition. Et le SDL Center de Yann Lamotte vs Gracie Allégiance. Donc, voilà pour les oppositions en huitième de finale. Ok, bah merci Mika. On vous donne et on voit qu'il n'y a pas eu. Le MMA Factory n'a pas voulu participer à l'événement. Mais il y a bien longtemps que le Factory ne participe plus aux événements de Hatch. Je crois que c'est depuis Ouais, c'est vrai. Je crois que c'était ça. Mais là, ils auraient pu inscrire. Ça, c'était Pour les amateurs. Hein? Je dis pour les amateurs, ils auraient pu inscrire une équipe, mais de ce que j'ai compris, ils n'ont pas posé candidature. Je crois que c'était à Tourcoing, je me rappelle, on y avait été, il y avait un gars de chez nous qui avait combattu à l'époque. Il y avait une petite embrouille parce qu'il y avait du Factory qui devait combattre. Il y avait eu un retard qui s'était fait et en fait, bah, depuis le Factory n'a plus participé au 100% Fight. Donc, en tout cas, voilà, retour de la Supreme League le 14 octobre au Cirque Borman à partir de 19h. On vous donne rendez-vous. Voilà. Bah ouais, c'est bon, on a fait le tour. Après, je vous donne rendez-vous dimanche. Désolé pour le retard pour la vidéo qui sort. Un peu en retard, mais actuellement, grosse actualité chargée. Mais après, à partir de la semaine prochaine, on essaie vraiment de vous remettre les vidéos tous les lundis. Le lundi 18h, le créneau qui ne bouge pas. Exactement. Bon, Mika, je te souhaite une bonne journée et bon courage. Vas-y, moi, Ibi. Bisous. Yes. Vas-y. Ciao, Ibi.